La Russie est actuellement engagée dans une agression contre l'Ukraine, avec des répercussions ressenties non seulement en Ukraine, mais à travers l'Europe et l'Occident. Depuis le 24 février 2022, lorsque les forces russes ont envahi l'Ukraine, entre 10 000 et 16 000 civils ont été tués par des bombes à fragmentation russes, et environ 444 000 soldats ukrainiens ont péri. Cependant, le bilan réel est probablement bien plus élevé, masqué par le chaos de la guerre. Jusqu'à présent, sur un total de 41 millions, 8 millions de personnes sont devenues déplacées à l'intérieur du pays d'ici 2023, tandis que 8,2 millions de personnes ont fui le pays, conduisant à la plus grande crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, ravivant les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été la dernière fois qu'un pays européen avait été attaqué. La guerre Russie-Ukraine est le propre cauchemar de l'Occident sur Elm Street, et les dernières statistiques sont de terribles nouvelles pour l'avenir de l'Ukraine. Cependant, le problème est que la guerre en Ukraine ne définira pas seulement l'avenir d'un seul pays au milieu de la crise, Ces résultats détermineront l'épanouissement ou la ruine du reste de l'Europe de l'Est et centrale. En revisitant l'effet domino, alors que l'Ukraine a continué à s'effondrer et à brûler, comment l'Europe a-t-elle réagi? Plus précisément, comment la France a-t-elle agi depuis le début du conflit? Vous voyez, avec une capacité nucléaire soutenue par l'armée la plus grande et la plus puissante de l'Union européenne, aidée par une industrie de défense de pointe, un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et un pacte de sécurité sans fioriture avec le Royaume-Uni, la France n'est pas un concurrent de poids-plume et sa voix a beaucoup d'influence en matière de défense européenne. Pourtant, l'Europe et ses alliés ont été particulièrement déçus par l'approche indécise de la France face à l'augmentation de la belligérance russe depuis 2014 et ses manigances en Crimée. Mais les choses sont en train de changer, et la déclaration de Macron lors d'une conférence de presse le 26 février que la France contribuerait et soutiendrait le déploiement de troupes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Ukraine a suscité beaucoup d'étonnement. Que se passe-t-il dans la cuisine française et pourquoi les végétaliens français sont-ils devenus carnivores récemment? Déballons cet oignon couche par couche pour comprendre ce changement. La French Connection. La politique étrangère de la France en relation avec l'Europe subit un relooking extrême. L'approche dure comme l'acier adoptée par son président Emmanuel Macron est bien loin de la politique d'apaisement que l'Occident a toujours accusé la France de poursuivre. Et l'Occident n'avait pas vraiment tort. Vous voyez, la France n'a jamais été fan de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, jouant dur en Europe de l'Est pour la placer sous leur influence. Elle a déjà soutenu que s'immiscer dans les pays d'Europe de l'Est détruirait l'équilibre fragile du pouvoir là-bas et rendrait la région volatile en raison de la réaction de la Russie. C'est exactement ce qui est arrivé. Il était tellement investi dans sa politique de gants de kid qu'il a bloqué l'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 2008 en collusion avec l'Allemagne. Paris avait sincèrement rêvé de voir le jour où la Russie et ses voisins occidentaux enterreraient la hache de guerre et l'Europe occidentale construirait une relation viable avec Moscou pour atténuer les tensions. Il a même essayé de séduire la Russie pour obtenir sa coopération sur des questions clés grâce à l'initiative Bregonçon lancée par Macron en 2019, similaire aux avances de Nixon à la Chine dans les années 70 pour briser la glace entre les États-Unis et la Chine. Macron voulait s'assurer qu'il n'y avait aucune possibilité que la Russie se rapproche de la Chine en devenant les meilleurs amis de l'Europe et en l'invitant à faire partie de la nouvelle structure de sécurité pour l'Europe. La feuille de route de la sécurité avait un agenda en 5 points. Désarmement, dialogue sur la sécurité, gestion des crises, promotion des valeurs communes et projets communs. Le but était de promouvoir l'intégration européenne et eurasienne en sécurisant les frontières des membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, en promettant un arrangement plus productif avec l'Union économique eurasienne dirigée par la Russie et en facilitant la gestion des conflits régionaux, dont celui en Ukraine. Ces promesses auraient pu séduire la Russie, mais Washington, préférant une approche plus belliqueuse, les a mal accueillis. Qui pourrait oublier l'évaluation cinglante de Macron dans The Economist sur la mort cérébrale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord? Il était évident que la France traînerait des pieds pour adopter une posture plus hostile envers la Russie et prendrait des mesures plus concrètes pour défendre l'Ukraine. Sans surprise, la France a pris une position différente des autres États européens qui adoptaient une posture défensive sur le front Est de l'échiquier géostratégique européen. Une approche maternelle, ne recevant qu'un léger blâme pour son comportement imprudent. Cependant, récemment, elle a radicalement changé de ton, devenant un nouveau champion inattendu pour l'Europe de l'Est. Maintenant, la France soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et a adopté l'élargissement de l'Union européenne en intégrant l'Ukraine et la Moldavie dans son giron. Elle a signé un accord de sécurité et un partenariat de défense avec l'Ukraine,
ainsi qu'un accord d'armement avec l'Arménie. La France est la force derrière la création de la Communauté politique européenne, qui est une nouvelle organisation européenne, créée pour renforcer la coopération entre les nations européennes démocratiques en matière de sécurité, d'énergie et de libre circulation des personnes. Elle n'a pas significativement invité la Russie à la fête de voisinage. Macron a également proposé d'ouvrir le Centre de politique européenne, CPE, aux pays qui ont quitté l'Union européenne, à l'Ukraine et aux États des Balkans occidentaux qui cherchent à rejoindre l'Union européenne, toutes ces actions étant accompagnées d'un langage agressif sur diverses plateformes. Ce changement est devenu évident en juin 2023, lors d'une conférence à Bratislava, où le président français a admis que les pays d'Europe centrale avaient eu raison dans leur évaluation des desseins russes et que sa politique de dialogue avec la Russie avait échoué. Cette acceptation a précédé le premier coup rhétorique, le 26 février 2024, suivi de près par un barrage de feu vocal dirigé contre la Russie. Le 5 mars, le président Emmanuel Macron a réitéré son soutien à l'envoi de troupes terrestres occidentales en Ukraine lors d'une visite en République tchèque. Plusieurs pays comme la Lituanie, l'Estonie et le Canada ont soutenu les vues de Macron, même si l'Allemagne, les États-Unis, la Pologne et le Royaume-Uni ont écarté une telle possibilité. Ça ne s'est pas arrêté là. En s'exprimant à Prague, Macron a déclaré que les Européens ne peuvent pas être lâches face à Moscou. Lors d'une réunion avec les dirigeants parlementaires, le 7 mars 2024 à Paris, Macron a déclaré que si la Russie tentait de percer le front, la France n'observerait aucune ligne rouge pour défendre l'Ukraine. Alors, pourquoi la France a-t-elle soudainement intensifié son hostilité? Il y a une méthode dans cette folie, et toutes les raisons nous disent que Macron n'est pas du tout fou. Ses motivations, à la fois régionales et internationales, sont intimement liées aux intérêts français. L'Ukraine est le premier domino. Sur le front régional, l'Ukraine perd la guerre et les enjeux s'intensifient, mais le soutien indéfectible de ses alliés occidentaux reste incertain. Observez les récents événements à Avdiivka. Même alors que la Russie tentait une grande offensive pour capturer la ville de front d'Avdiivka en février, et l'avait encerclée sur 3 côtés avec 50 000 soldats. Les forces ukrainiennes essayaient de tenir le fort avec un stock d'armes en diminution en les conservant pour la bataille à venir. L'Ukraine est très dépendante de l'Occident, surtout des États-Unis. Soutien pour équiper ses forces épuisées par la guerre avec les munitions nécessaires afin de repousser une offensive russe. Des fournitures dont elle manquait cruellement, malgré l'échauffement de la frontière et le désespoir de la situation. Un projet de loi d'aide essentiel de 61 milliards de dollars est toujours bloqué au Congrès américain, Chambre des représentants, alors que les républicains tentaient de le garder dans l'opposition. Entre-temps, le jour J est arrivé et passé à Avdiivka. Le 17 février 2024, Avdiivka a été perdue aux Russes. Longtemps décrite comme une porte d'entrée vers Donetsk à proximité, le bilan de 17 000 morts combiné à la perte de 400 chars dans la bataille fait de cette victoire une victoire à la Pyrrhus pour la Russie, car la perte est plus élevée que ce que la Russie a subi dans la guerre de 10 ans en Afghanistan. Les choses sont si mauvaises qu'un blogueur militaire russe pro-guerre s'est suicidé après avoir critiqué les généraux russes pour leur stratégie de guerre. Cela montre également à quel point la machine de guerre russe est déterminée à faire plier l'Ukraine, et il semble qu'elle pourrait bien y parvenir. Pour la direction russe, Avdiivka est la clé pour accéder au reste de l'Ukraine, justifiant ainsi leurs actions. Sa chute marque la plus grande victoire pour la Russie sur la ligne de front de plus de 620 miles depuis la chute de Bakhmut en mai 2023. Bakhmut, Robotnia et Krinky au sud restent des zones chaudes sur la ligne de front. Les villages du sud de Robotnia et d'Erbova, à Zaporizhia, subissent également de lourdes attaques, une zone où l'Ukraine avait réussi lors de sa contre-offensive en 2023, étouffant les lignes d'approvisionnement russes. Mais la Russie a inversé cette victoire en reprenant une partie du territoire sur la rive est du fleuve Dnipro, autour du village de Krinky, à environ 19 miles de la ville de Kherson. Alors que la guerre en Ukraine est à un point décisif, la France réalise qu'une chute de l'Ukraine pourrait entraîner une série d'autres nations d'Europe de l'Est à tomber en victime. Une fois qu'elle en aura fini avec l'Ukraine, une Russie enhardie jettera son dévolu sur de nouveaux pâturages et déchaînera toute sa force sur la Moldavie, le Caucase du Sud et le Sahel. Malgré ses doutes, une défaite ukrainienne est devenue un sujet courant. L'ancien commandant du commandement des forces conjointes du Royaume-Uni, le général Sir Richard Barents, le reconnaît comme une possibilité distincte en 2024. Des voix comme celle du secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, déclarent que l'Ukraine devra négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre. De nombreux facteurs favorisent la Russie, un argument solide pour qu'elle survive et surpasse l'Ukraine dans cette guerre.
Les sanctions n'ont pas eu d'impact significatif sur l'économie russe, des pays comme l'Inde continuant à commercer avec elle. Son économie s'est adaptée pour répondre à ses besoins. L'industrie de la défense russe a su répondre aux besoins en munitions de ses troupes, contrairement à l'Europe qui n'a pas pu faire de même pour l'Ukraine. La Russie a reçu des technologies à double usage d'Iran et de Corée du Nord pour répondre à ses besoins en armement. Pendant ce temps, la Chine a satisfait son besoin en composants et machines pour fabriquer des armes. Cela a permis au Kremlin de maintenir la pression sur les troupes ukrainiennes le long du front, en particulier dans le Donbass à l'est, où les forces russes ont augmenté la pression ces derniers mois. Les troupes russes sont massées de l'autre côté de la frontière de Kharkiv. La deuxième plus grande ville d'Ukraine est assiégée par 100 à 120 000 troupes russes, ce qui a conduit à des évacuations obligatoires de 3 districts de la région. L'Europe sait que l'Ukraine manque de temps, ce qui lui laisse peu d'options. Changement de la géopolitique en Europe. Le conflit russo-ukrainien a incontestablement bouleversé l'équilibre des pouvoirs en Europe. Auparavant, le front est de la France était plus paisible que le Sud. Aujourd'hui, la plus grande menace pour l'Ukraine provient de son voisin direct à l'Est, la Russie. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est devenue son garde du corps préféré. La Pologne, le mouton noir de la région, est devenue l'État de première ligne préféré de tous les temps dans la guerre, laissant la France et l'Allemagne à la traîne. Ces dernières années, l'image de la France et de l'Allemagne a subi un sérieux revers. Leur politique en Ukraine les fait paraître faibles, mais la France s'efforce de se libérer de cette image et de la laisser derrière elle. Saison électorale aux États-Unis. La politique intérieure américaine n'aide pas non plus. Il y a une très grande possibilité que Donald Trump soit le prochain président des États-Unis, un président qui a dénoncé de manière célèbre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord comme obsolète et a intensifié le malaise dans la plupart des cercles européens. Lors de sa campagne, Trump a tenu des propos particulièrement virulents. Lors d'un événement en Caroline du Sud, il a déclaré qu'il encouragerait les Russes à faire ce qu'ils veulent à tout membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ne respectant pas les directives de dépenses. Le blocage du projet de loi d'aide à l'Ukraine par les républicains à la Chambre et d'autres facteurs ont accru les doutes de l'Europe quant à la volonté de la future administration américaine de lui accorder un laissez-passer gratuit. Au cœur de ce tumulte, Macron veut concrétiser sa vision de l'autonomie stratégique européenne vis-à-vis de Washington et prouver définitivement que l'Europe peut s'occuper de Kiev sans l'appui américain, avec la France en position de leader. Ainsi, le feu d'artifice spectaculaire du 26 février, alors que Macron arrachait le volant à ses homologues européens, avec sa déclaration qui nous amène aux frictions régionales entre les poids lourds de l'Europe, la France, tire à la corde entre l'Allemagne et ses voisins. Il est clair que le chancelier allemand Scholz et Macron ont du mal à s'entendre, ou du moins, c'est ce que cela semble à la France. L'Allemagne et l'Ukraine semblent avoir des désaccords, comme en témoigne le refus de l'Allemagne d'envoyer ses missiles Taurus à longue portée en Ukraine, contrairement à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui ont fourni des armements similaires. Plusieurs politiciens et diplomates allemands ont critiqué la France pour son aide militaire relativement légère, comparée à ce que l'Allemagne a envoyé. Bien sûr, cette guerre de mots a profondément agacé la France, qui l'a rendue à l'Allemagne avec intérêt. Mais de nouveaux développements sur le front intérieur de la France vont démêler cette énigme enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme pour nous. La France passe en premier. On dit que l'argent fait tourner le monde, mais pour la France, c'est l'Afrique. Bien que les rêves napoléoniens de jouer un rôle de leadership puissent jouer dans cette situation, les raisons derrière le spectaculaire changement de politique russe de Macron se trouvent plus près de sa deuxième maison, l'Afrique. De colonisateur à impérialiste bienveillant, la France a apprécié sa relation en tant que bienfaiteur dominant dans les États africains qui ont obtenu leur liberté il n'y a pas si longtemps. Après des décennies de domination directe sur une majorité du pauvre continent, dans les années 60, De Gaulle a pu voir l'écriture sur le mur que la France ne serait pas en mesure de conserver ses territoires coloniaux. Il a commencé le travail de Jacques Fouquier, conseiller du président, qui a contraint 14 nations africaines à entrer dans un bloc de pouvoir néocolonial appelé France-Afrique. Par tous les moyens, couvrant plus d'un quart de l'Afrique, s'étendant sur plus de 3000 miles du Sénégal sur la côte atlantique jusqu'au Tchad au centre du continent. Fouquier, père du service secret français, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour lier les nouveaux États à des accords de défense accordant à la France un accès militaire à la région. En même temps, il a habilement manœuvré les pays dans des traités conçus pour sécuriser des matériaux stratégiques comme le cobalt, le cuivre, le pétrole et l'uranium de ces pays, en plus de lier leur monnaie au franc français qui contrôlerait leurs économies. Ainsi, la France a exercé un contrôle strict sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Certes, une trentaine d'interventions militaires françaises directes de 1964 à 1995 ont aussi contribué.
En apportant un soutien militaire à ses régimes favoris en Afrique, la France a bénéficié d'une grande influence, projetant et protégeant ses intérêts où et quand nécessaire. Le programme Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, initiative de formation créée à la fin des années 90 par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. En réalité, cela donne à la France une grande influence sur les régimes africains. Avec de nombreux projets, comme celui au Sénégal, il supervise la formation dans les 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, bloc régional ouest-africain, et en Mauritanie voisine. Plusieurs milliers de troupes françaises sont déployées dans 7 pays africains. Le Tchad dispose d'une force française de 1000 troupes, avec d'autres bases dans la capitale à N'Djamena, à Bichy à l'est, et un détachement à Faya dans le nord. Djibouti abrite le plus grand contingent de 1500 troupes. Les éléments français à Gavone, ou éléments français à Gavone, comprennent une unité terrestre située à proximité au camp de Chadegou, dans la capitale, Libreville, et une unité aérienne à la base aérienne voisine de Guipédou, avec un total de 350 personnels. La Côte d'Ivoire fournit un contrôle opérationnel à la France via sa base d'opération avancée, dans le cadre d'un accord de défense signé en 2014. Environ 950 soldats y ont été déployés dans le cadre de l'opération Le Corne, une force de maintien de la paix française mise en place à la suite de la guerre civile de 2002, qui y reste encore aujourd'hui. Le Sénégal dispose d'un contingent de près de 400 troupes, appelés les éléments français du Sénégal, basés dans 2 camps dans la capitale, Dakar. Supposément pour fournir une formation, l'école de formation de sécurité est autorisée à utiliser l'aéroport militaire de la ville, avec la facilité d'une station de transmission radio à haute fréquence à Dakar à Rufisque. Et qui pourrait oublier le Niger, avec un impressionnant 1300 à 1500 soldats français déployés, ainsi que des avions de chasse et des drones pour des opérations antiterroristes, maintenant perdus sous l'influence russe après le coup d'État de juillet. Ce coup d'État est indicatif d'une forte vague de sentiments anti-français montant en Afrique, mais la France sait toujours que c'est entièrement la faute de la Russie et que cette vague ne s'arrête pas. Tout a commencé en août 2022, lorsque des coups d'État successifs au Mali ont abouti à l'expulsion des 2400 troupes françaises stationnées là-bas, qui ont dû se retirer au voisin Niger. En septembre 2023, la France a subi un autre coup dur, lorsque Macron a dû retirer totalement ses troupes et son ambassadeur du Niger. Lors du départ du dernier soldat français du Niger, la nouvelle direction militaire a rapidement fermé son espace aérien à la France et contacté le groupe Wagner pour obtenir de l'aide, ajoutant l'insulte à l'injure. Pendant ce temps, les foules en liesse ont accueilli le coup d'État en agitant et portant des drapeaux russes. Juste au moment où les soldats français se retiraient du Mali sur ordre de son dirigeant Bamako, les empreintes fraîches du groupe de mercenaires russes Wagner ont émergé, qui semblait être leur nouvel allié. Ce schéma est apparu dans les zones semées hors de l'influence française. La France a dû quitter le Burkina Faso en février 2023, marquant sa 3e perte sur le continent, suivie de près par la République centrafricaine. Le nouveau gouvernement du Burkina Faso a annoncé sans détour un nouveau partenariat stratégique avec la Russie. Ces coups d'État militaires pro-russes au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont perturbé l'ordre établi, menaçant sérieusement les actifs africains de la France dans le processus. Depuis 2014, la France a déployé environ 5000 soldats pour l'opération Barkhane, en collaboration avec 6 nations de la région du Sahel en Afrique, contre les acteurs de l'État islamique, qu'elle a dû retirer. Les pertes françaises dans la région du Sahel sont directement une conséquence de la Russie, qui montre ses muscles et étend son influence diplomatique dans la région avec l'arme préférée de Poutine, le groupe Wagner. Le groupe Wagner, aussi appelé Private Military Company Wagner, est une entreprise militaire privée financée par la Russie, dirigée par Yevgeny Prigojine, un proche de Poutine, jusqu'à son décès en 2023. Ce groupe est une extension de la puissance russe quand Poutine veut établir sa présence dans une région. La Russie mène aussi une guerre de l'information sophistiquée et coordonnée, ciblant la France et ses alliés sur le continent, alimentant l'indignation publique contre son ancien maître colonial. La campagne de désinformation de la Russie, la France est dépeinte comme une force impériale, avec la Russie comme ultime libératrice de sa domination. Et cela semble fonctionner. Un réseau informel de fermes à trolls, de production cinématographique, de faux comptes sur les réseaux sociaux, d'influenceurs africains en ligne pro-russes et de partenariats avec les médias locaux sont utilisés pour son agenda, avec des liens vers le groupe Wagner. Les forces de Wagner ont rapidement progressé en Afrique. Ils mènent des opérations lucratives dans la région, comme l'exploitation de mines d'or secrètes au Soudan, et en prenant en charge l'exploitation de la plus grande mine d'or en République centrafricaine, avec des bénéfices attendus de 100 millions annuellement.
il bénéficie d'un accès sans entrave à des opérations lucratives, gagnant 200 millions de dollars depuis 2021 en assurant la sécurité du Mali contre les rebelles islamistes. Il est clair que la France perd cette guerre pour les cœurs et les esprits du peuple africain, et les multiples coups d'État sur le continent ont retourné toutes les cartes en faveur de la Russie ces 2 dernières années. Cependant, la défrancisation de l'Afrique s'inscrit dans une brillante stratégie russe qui a pris l'organisation du traité de l'Atlantique Nord au dépourvu. Avec du recul, tout a débuté dans les années 90. Alors que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord se rapprochait de la frontière occidentale de la Russie, Moscou a réagi en menant des opérations pour sécuriser des alliés en Asie centrale, lançant une manœuvre de flanquement à travers 2 continents avant l'invasion de l'Ukraine en 2022. La première poussée de cette manœuvre a été observée en 2015, lorsque Moscou a franchi la barrière de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Turquie et a ouvert une immense base aérienne à Latakia, dans le nord de la Syrie. Elle a répété la manœuvre de 2021 contournant l'allié américain Israël. En fournissant à l'Égypte 2 douzaines de ses avancés chasseurs Sukhoi 35, mettant ses pilotes au même niveau que les Israéliens, pilotant des avions de chasse américains F-35 avancés que Washington avait refusé de fournir à l'Égypte. Il a courtisé le prince saoudien Mohammed bin Salman pour étendre son influence plus au sud. La Russie a utilisé le groupe Wagner pour étendre son influence à travers le Sahel, dernière manœuvre en date. Si Moscou continue sans être dissuadée, elle aura réussi à flanquer l'Europe et indirectement les États-Unis, en formant un arc géopolitique d'influence, balayant le sud à travers le Moyen-Orient et s'étendant à l'ouest à travers l'ensemble du Sahel qui s'étend de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. La réussite de cette stratégie reposait sur la fin de l'influence française en Afrique, transformant d'anciennes amitiés en nouvelles rivalités. Le tournant de la politique étrangère française envers la Russie est trop fantastique pour être ignoré. Bien que la France ait subi les pertes de ses territoires d'influence africains au cours des 2 dernières années, le jeu avait presque été défini une décennie auparavant. À une époque, elle a régné sur un quart du 2e plus grand continent de la planète bleue. Maintenant, elle a tout perdu en moins d'1 an. Tout cela à cause d'un homme, Poutine. Les déclarations belliqueuses de Macron, tel un roi détrôné, ne changeront probablement pas grand-chose malgré ses tentatives désespérées. Regardez maintenant, l'alliance de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et de l'Iran pourrait-elle détruire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Ou regardez cette vidéo à la place.